Ce soir, Kaladev nous parlera du menu vidéo de l'Asset 4. Il y a quelques mois, il vous a déjà montré tout sur le menu photo. C'était en janvier et il vous montrera plus tard où encore revoir ce webinaire. Mais ce soir, il fera quelque chose spécifiquement sur le menu vidéo. Ce qui veut dire qu'il vous montrera où trouver tous les settings, comment les paramétriser et surtout comment connecter des autres outils comme les microphones et lesquels lui il utilise. Donc, ça sera très intéressant si vous êtes intéressé à faire des photos et des vidéos surtout. Bienvenue Marc. Merci. Donc, comme tu le disais, vous pouvez retrouver tous les enregistrements qui ont été faits sur le Facebook de Sony Belgium ou sur mon blog. Dans la section webinaire, vous retrouvez tous les webinaires que j'ai déjà donnés et puis tous les tests comme d'habitude du blog. Donc, il sera rajouté là comme tous les autres, quoi. Voilà, on va commencer pour la partie vidéo. Donc, j'ai voulu faire un peu un mix. Donc, pas seulement vous parler du menu, mais vous montrer également quelques accessoires et vous parler de l'ergonomie matérielle du Asset 4 pour la vidéo. Juste pour faire un récapitulatif, le Asset 4 amène pas mal de nouveautés par rapport à Asset 3 et s'approche très fort d'un Asset S3 ou d'un A1 pour pas mal de points, notamment la fiche HDMI pleine taille, du 4K 60p mais en APS-C, des formats 10 bits, des modes vidéo 1, 2, 3 qui sont exclusifs au Asset 4, le S-Cinetone qu'on retrouve sur les A7S3, sur la Sony Venice, une interface audio digitale qui permet d'utiliser des micros avec interface digitale, la compensation du focus breathing, le focus assist, le focus map, tout ça on va vous expliquer et pas mal de ces fonctions sont exclusives au A7 IV, même le A1 pour l'instant par exemple n'a pas ces fonctionnalités et on espère tous que ceux qui ont un A1 auront une mise à jour pour aussi bénéficier de ces fonctionnalités qui sont pour le moment exclusives au A7 IV. Je vous passe le comparatif, mais vous voyez que le A7 IV coche la plupart des cases et se rapproche très fort du A1 ou A7S3. Donc, en ergonomie matérielle, comme le A7S3 et le A7C, le bouton Record est maintenant au-dessus en rouge et donc beaucoup plus facilement accessible que son ancien emplacement qui était au niveau du bouton, qui est maintenant le bouton C1. On a aussi quelque chose qui est vraiment très bien conçu, enfin, qui est une molette, et je vais agrandir, ce sera mieux, ici, qui permet de passer au mode photo, caméra ou slow and quick. Le grand avantage de ça, c'est qu'avant, si on voulait passer en vidéo, on se mettait sur la molette en vidéo, mais alors on n'avait pas les modes ASM ni des modes mémoire. Maintenant, comme on a un commutateur vidéo dédié, on va bénéficier de la molette supérieure pour pouvoir choisir un mode 1, 2 ou 3, ou par exemple en 1, on peut mettre, tiens, en 1, je vais faire du cinétone, en 2, je vais tourner en Full HD 100 images par seconde pour faire des ralentis. En 3, je vais tourner avec le gyro activé ou des choses comme ça. Donc, on peut mettre une série de settings préprogrammés, ce qu'aucun autre appareil Sony pour l'instant ne peut faire. Et donc, ce commutateur qui permet de bénéficier de mémoire et des modes PASM au complet, c'est vraiment une très belle nouveauté. On a également la molette d'exposition qui devient une molette programmable si on veut l'utiliser. Personnellement, je l'ai laissé à sa fonctionnalité par défaut, qui est la correction d'exposition. Alors, on a bien entendu l'écran rotatif sur le côté,
très bien pour les cadrages exigus, pour faire du vlog, pour se filmer soi-même, et aussi quand on utilise le A7 IV en mode webcam pour ce qui permet de voir ce qu'on filme. Alors, en ergonomie matérielle, on a un écran tactile qui est plus réactif et qui peut être utilisé également pour la lecture, pour le zoom et pour les menus. Pour la vidéo, ça ne change pas grand-chose, mais comme il y a maintenant la fonction tracking en vidéo, qui est la même en photo et en vidéo, le plus facile en fait pour faire la mise au point vidéo, c'est de cliquer sur son sujet via l'écran arrière et après l'appareil commence son tracking et ça suit sans aucun problème. Donc ça, c'est ce qu'il y a de plus pratique pour la F, c'est d'utiliser le touchscreen pour faire la mise au point. Et avec cet écran qui peut tourner dans tous les sens, qui est bien pratique en vidéo. La prise HDMI pleine taille, une prise qui est beaucoup plus solide, qui va moins se détacher, pour soit connecter un moniteur externe ou un enregistreur externe. Alors, en ergonomie matérielle, je vais vous montrer ça en live. Grâce à la prise digitale qui est sur la prise flash, on a deux micros compatibles qui ont une interface digitale. C'est le ECM B1M et le XLR K3M. Donc, je vais vous les montrer en live. Je ne sais pas s'il va bien faire la mise au point. Un petit problème de mise au point ici. Voilà, la mise au point est faite, je crois. Ouais. Donc, vous voyez ici le XLR K3M qui est branché. Vous voyez que grâce à un câble spécifique, on peut le déporter sur le côté. Et on a tous les réglages pour contrôler jusqu'à 3 sources, donc 2 XLR plus une jack normale. Et sinon, on a ce micro qui est vraiment très bien aussi, qui permet d'avoir différents modes, cardioïde ou pas, omnidirectionnel, des atténuations, des filtres, low cut, réglage du volume, et qui est fourni avec une petite dead cat, donc coupe-vent, mais qu'on peut enlever. Et on a alors ce micro-là, qui est très compact et de très très bonne qualité. Donc ça, c'était pour l'aspect, je dirais, micro. Je vais enlever ceci. Voilà. Là, il a refait la mise au point. Alors, une autre chose, c'est, vous voyez la cage. Donc, j'ai mis une cage vidéo Small Rig dessus, qui permet de brancher des accessoires comme j'ai ici un Atomos, donc un enregistreur externe. Mais on peut combiner donc écran externe, enregistreur, micro, grâce à cette cage, rajouter des poignées sur le côté, ce qui rend, quand on veut utiliser beaucoup d'accessoires vidéo, cette cage elle est vraiment très bien et elle est à un prix très raisonnable. Alors, dans les autres accessoires que je voulais vous montrer, si vous filmez pendant une très longue durée, on a également cet accessoire de chez Sony, qui est une fausse batterie et sur lequel on peut mettre 4 batteries. Et donc là, on peut filmer pendant plus de 8 heures en continu sans aucun problème. L'avantage aussi, quand on utilise ces fausses batteries, c'est que la batterie ne chauffe pas à l'intérieur. Donc, on a vraiment, l'appareil reste beaucoup plus froid qu'avec une batterie intégrée. Donc voilà, ça c'est un autre avantage aussi de ce système. Je viens ici. Excusez-moi. Là.
D'un point de vue durée d'enregistrement, le châssis du A7 IV a été conçu comme sur les A7S3 avec un châssis à dissipation thermique qui permet d'évacuer plus facilement la chaleur. Le fait aussi que l'écran peut être complètement mis sur le côté facilite ce dégagement de chaleur. Et n'oubliez pas, la première chose à faire sur tous les appareils Sony, c'est de régler cette option température de hors tension automatique sur le mode élevé, ce qui autorise le boîtier à chauffer un petit peu avant de s'éteindre. Si vous le réglez sur normal, dès qu'il commence à chauffer, il va vous proposer d'arrêter de filmer. Donc ça, c'est une option à choisir, à mettre systématiquement dès le déballage de l'appareil. Je l'ai sur tous mes boîtiers. Autre chose qui peut être assez utile sur un A7C, un A7 IV, c'est cette poignée pour du Vlog. L'avantage, si on utilise le zoom numérique ou des zooms motorisés comme le nouveau PZ735, c'est de pouvoir zoomer directement avec les boutons qui sont sur le petit grip sur la poignée, quoi, et de déclencher l'enregistrement, etc. Donc, quand on fait du Vlog, c'est vraiment pas mal comme accessoire. L'ergonomie est assez bonne. Pour ceux qui veulent des micros sans fil, donc Sony a le ECM-W2 BT pour Bluetooth, où vous avez également le classique Rode Wireless Go qui existe. L'avantage du Sony, c'est qu'il se met sur la griffe ISO du flash et donc pas de câbles qui traînent, qui peuvent se détacher. Il y a une transmission directe du signal, je dirais, au boîtier et donc ça évite tous ces câbles. La cage, je vous l'ai montré. Voilà un exemple avec le moniteur Atomos qui est dessus. Le moniteur Atomos, le grand classique, le Ninja 5, qui permet d'enregistrer en ProRes, d'avoir un output 16 bits et qui enregistre jusqu'à du 60p, donc pour ici en 4K. On peut enregistrer à la fois en externe et en interne, donc on peut doubler l'enregistrement, avoir un enregistrement sur le Ninja et un autre sur le boîtier. La batterie externe, je vous l'ai montré. C'est plus pour la photo, il y a également un grip que je trouve moins pratique en vidéo, mais si vous voulez avoir une longue durée sur sans devoir changer de batterie, eh bien, le grip permet d'avoir deux batteries, qui permet d'allonger la durée d'enregistrement. On peut également avoir un battery bank en USB connecté qui va charger en continu, mais ergonomiquement, c'est beaucoup moins pratique. L'autre accessoire classique en vidéo, c'est bien entendu un filtre VND ou également un filtre mist pour diffuser la lumière. Et donc, celui que j'utilise, moi, ce sont ceux de Polar Pro qui, je trouve, donnent les meilleurs résultats. Un peu cher, mais l'ergonomie et la qualité est là. Est-ce que vous avez des questions sur les accessoires avant que je passe au menu et aux fonctionnalités? Là, pour l'instant, je n'ai pas encore reçu de questions. Bon. Alors, commençons. Donc, les menus du A7 IV, que ce soit photo ou vidéo, sont organisés en cascade. Donc, on n'a plus la grande barre de menu en haut, elle est plutôt à gauche. Et puis, on navigue de gauche à droite dans les menus jusqu'à trouver les options. Gros avantage, comme on a un mode photo et vidéo bien dédié, eh bien, les menus s'adaptent. On n'a plus un seul menu unique qui comprend toutes les options mélangées. On a un menu image et un menu vidéo. Les options qui sont communes restent là, mais les options
qui ne sont pas pertinents dans un mode, elles ne sont plus montrées, quoi. Ce qui permet d'avoir une certaine simplification. Le menu est toujours énorme et touffu, mais au moins, on sait ce qui est pour la photo et pour la vidéo. Donc, il y a un code couleur. Donc, tout ce qui est les réglages de base dans le mode shooting, c'est tout ce qui est en rouge. Tout ce qui est exposition, couleur, balance des blancs, picture profile, zebra se trouve en rose, exposure color. En mauve, c'est tout ce qui est la mise au point. Le bleu, le classique lecture, vert, réseau. Et en jaune, tous les autres paramètres de réglage, de boutons, de management de carte mémoire, affichage tactile, etc. Ça, c'est un peu la philosophie, bien qu'il reste quelques incohérences, notamment en photo, avec le mode flash qui se trouve dans Exposure Color, ce qui n'est pas très logique. Mais en vidéo, c'est relativement bien fait. Alors, bien vérifier que vous avez mis dans les options de tactile le suivi tactile et pas la mise au point tactile. Sinon, il va faire la mise au point là où vous allez mettre votre doigt, mais si le sujet bouge, c'est foutu. Donc, il vaut mieux faire suivi tactile. Avec suivi tactile, vous cliquez la première fois et même si le sujet bouge, il va suivre. Donc, c'est une option, soit en photo ou en vidéo, essentielle à activer. Par défaut, je crois qu'elle est en mise au point tactile, donc il faut bien vérifier que vous mettez suivi tactile. Alors, une des nouveautés à activer, et cette option ne se trouve que dans le menu vidéo, donc il faut passer en menu vidéo, vraiment, c'est la compensation du focus breathing, de la variation. Donc, c'est la 4e option dans le menu qu'il faut mettre sur On. Je vais vous montrer ce qu'on veut dire par ça. OK. Donc, vous voyez mon écran. Je vais couper le son. Donc, le focus breathing, c'est le phénomène où, sur beaucoup d'objectifs, quand on fait la mise au point près ou loin, le cadre change. Et donc, c'est assez dérangeant en vidéo. Il n'y a que sur certaines optiques, en général cinéma haut de gamme, où ce phénomène est vraiment minimum et très bien corrigé. Le A7 IV a rajouté, mais seulement pour les objectifs Sony, parce qu'il y a un certain calibrage à faire, et pas pour tous les objectifs Sony, mais pour une bonne quinzaine, je crois, cette compensation du focus breathing. Donc, on va la voir ici. Vous voyez, on change, on fait mise au point près, loin, et le cadre va changer. Donc, on voit que l'angle de vue change. En activant la fonctionnalité de compensation du focus breathing, le cadrage est légèrement plus serré, mais on n'a plus aucun phénomène de compensation, de variation du cadre, pardon. Vous voyez, à droite, on passe des fleurs au sujet et le cadre ne change pas du tout. Donc, il y a une compensation parfaite du focus breathing, mais c'est au détriment d'un cadrage un peu plus serré, puisque c'est une compensation numérique qui a été faite. Mais en vidéo, c'est vraiment très, très bien. Surtout sur les nouvelles optiques GM, qui ont pas mal de focus breathing, le 50, le 35. C'est quelque chose qui est vraiment très utile. Donc ça, c'était pour le focus breathing. Voilà. Aussi à régler, si vous faites de la mise au point manuelle, le focus picking, donc la couleur d'intensification. Moi, en général, je choisis du jaune pour voir où sont les zones de netteté. Il y a une nouvelle fonctionnalité qui est fournie avec le A7 IV que je vais expliquer un peu plus tard, qui s'appelle le Focus Map, qui est une alternative au focus picking
On comparera les deux un peu plus loin dans la présentation. Quelque chose de très agréable en vidéo, on peut régler enfin le nommage des fichiers séparément pour la photo et la vidéo. Donc, en photo, on savait déjà faire ça, mais en vidéo, sur la C3, c'était C1, 2, 3, 4, 5, et quand on reformatait la carte, ça repartait, et donc on avait plein de fichiers qui avaient exactement le même nom sur son disque dur. Ici, pour la vidéo, donc c'est ce qu'il y a en bas, on peut choisir le format du fichier, soit standard, purement numérique, un titre, titre plus date, etc. Le titre étant un mot-clé qu'on veut. Donc ici, par exemple, j'avais mis un MA, 1 pour l'alpha 1, marque à la def, mais on peut mettre ce qu'on veut, 3-4 caractères, plus la date et un numéro de série. Et donc, ça permet vraiment, quand on a les fichiers sur son ordinateur, de voir quand a été prise la prise de vue et d'avoir un numéro jusqu'à 9999 unique. Donc ça, c'est pas mal en thème de post-traitement. Alors, bien entendu, on a l'AF sur les yeux des humains, le IAF, le FaceAF, mais on a maintenant également le choix entre l'œil gauche et l'œil droit. Que ce soit en photo ou en vidéo, on peut, si on trouve que le boîtier ne fait pas la mise au point sur l'œil qu'on veut, on peut le forcer à prendre l'autre œil. Donc, en photo, moi, c'est quelque chose que j'utilise relativement souvent. Donc, j'ai préprogrammé un bouton dessus. En vidéo, à vous de voir si c'est utile. Si vous faites du 85 mm 1.4 régulièrement, ça peut être utile. Alors, autre nouveauté qui n'était pas là sur la 7.3, donc on a le live sur les yeux des animaux et des oiseaux, mais également aussi donc en vidéo. Ce qui n'était pas le cas sur les autres, sur les anciens modèles. Un point que non, on va passer ça, je vais vous montrer ça après. Parlons maintenant des nouveaux formats vidéo. Donc, on a énormément de formats et de possibilités. On a les classiques 4K, le classique étant le XAVC S 4K, mais on a une nouvelle option qui est le HS. En fait, le S, c'est du H264 et le HS, c'est du H265. Donc, le format High Efficiency Video Codec, HEVC. Ce format est beaucoup plus compact, mais il nécessite des processeurs assez puissants. Sur les ordinateurs Apple équipés d'une puce M1, il n'y a aucun problème. On sait traiter ça sans aucun problème. Par contre, sur des Core i7 et autres, ça rame un peu si on n'a pas de processeur dédié ou de cartes qui savent traiter ce format-là. Donc, apprendre uniquement si vous avez une puce matérielle en Windows ou en Mac. Donc, en Mac, ce sont les puces M1 qui savent traiter ce genre de format. Si vous l'avez, c'est un format plus compact, plus agréable, donc pourquoi pas. On a également les formats qu'on appelle All Intra. Donc, le All Intra va enregistrer toutes les frames, vraiment toutes. Donc, c'est un format qui est extrêmement volumineux. Et le format qu'on a par défaut, qu'on connaît depuis longtemps, c'est ce qu'on appelle le long GOP, où il enregistre une frame complète tous les X. Et entre les frames complètes, il enregistre uniquement ce qui change dans le cadre. Donc, il y a beaucoup plus de, je dirais, de logique, d'algorithmique, mais ça permet d'avoir des fichiers beaucoup plus petits. Il y a bien entendu beaucoup plus d'options pour choisir entre du 8 bits, du 10 bits, des formats 4.2.0, 4.2.2, différents bitrates. Et donc, c'est extrêmement, je dirais, complet, mais aussi un peu touffu. Vous voyez l'ensemble des modes possibles en vidéo. Finalement, on en choisit un ou deux qu'on utilise le plus souvent. À vous de voir ceux qui vous
conviennent le plus. OK. On a exactement la même chose pour les modes slow and quick, où on peut aussi enregistrer en intra, en H265, etc. Et vous voyez qu'en All Intra, on atteint les 600 mégabits et donc ça va nécessiter des cartes très rapides, donc des V90 ou des cartes CF Express type A. Est-ce que je peux rajouter encore une petite chose, Marc? Oui, je vais en Alors, parler. Oui. Vous si on voulez fait, parler d'ici? Marc, Oui, je peux rajouter une toute petite chose sur le All Intra juste avant, sur oui, le. vas-y, dis-moi. Alors, si quelqu'un fait vraiment des longues vidéos, on fait une demi-heure, une heure, et on veut éviter que la- l'appareil chauffe, le processeur chauffe. Alors, le All Intra, bien que c'est des fichiers beaucoup plus énormes, plus grands, ça va chauffer beaucoup moins parce que ça utilise beaucoup moins le processeur. Donc, pour des longues vidéos, c'est toujours plus facile ou mieux d'utiliser celui-là que la H264 ou même et surtout certainement la H265 parce que ceux deux-là chauffent encore plus l'appareil. Parce qu'il y a beaucoup plus, le processeur est beaucoup plus mis à contribution pour encoder, donc ça, Exact. effectivement, ça pompe. Alors, l'autre remarque, et on en avait discuté juste avant, c'est que sur le même choix, disons qu'on prend du HS ou enfin du H265, peu importe le format choisi, si on prend des cartes plus rapides, donc des V90 ou les CF Express A, l'appareil va moins chauffer. Il peut plus rapidement écrire, plus facilement, et donc, globalement, on aura aussi une durée d'enregistrement plus longue parce que l'appareil chauffera moins parce qu'il a une carte extrêmement rapide pour décharger tout son volume de données. C'est ce que tu m'avais dit qu'entre des gens qui avaient des V60 ou des gens qui avaient des CF Express A, l'appareil était moins chaud avec des CF Express et la durée était plus longue d'enregistrement, quoi. Exact. Hier j'ai encore enregistré 1h13 non-stop en 4K sur CF Express A sans que l'appareil chauffe, quoi. Donc, ouais, Mhm. c'est possible avec ces cartes-là. Mhm. Donc voilà, c'est un avantage qui n'est pas très connu, mais qui est bien de mentionner, quoi. Alors, je reviens un tout petit peu. Euh, voilà, juste pour vous dire que donc en mode full, c'est du 7K qui est réduit à du 4K. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'oversampling. Que la 4K 50p ou le Full HD 100p, c'est en mode Super 35 uniquement, donc en mode APC. Que la couverture de la F va vraiment quasiment jusqu'au bord. On est à 96 et 98% de coverage. Voilà, donc ça on a couvert. Les cartes, on a couvert. L'avantage aussi, si vous faites également de la photo, bon, plus rapide est la carte, plus l'appareil revient à la main. Donc, si on fait énormément de rafales à 10 images par seconde, le buffer est quasiment vidé instantanément en moins d'une ou deux secondes avec une CF Express A. Avec des cartes classiques à 300 mégas par seconde, bah, ça met quand même un certain temps. Donc tout ça, on en a parlé. Donc on voit que les spécifications sont vraiment très proches du A7S3. Bon, l'A7S3 garde le fait que le 50p, le 100p en 4, c'est en plein format et pas en APC. Le S3 et le A1 rajoutent le 100p en 4K, ce qui n'est pas le cas du A7 IV. Mais sinon, pour les autres aspects, on a plus ou moins la même chose. Alors, d'autres réglages vidéo que vous connaissez peut-être. Donc, on peut enregistrer des fichiers proxy beaucoup plus petits, ce qui va faciliter le montage si vous n'avez pas un PC récent ou de dernière génération. On monte alors avec les proxys et puis c'est juste à l'export final que
On peut faire ça, ou vous générez les proxys dans votre logiciel, mais donc l'option est là. Quelque chose de très important en vidéo, c'est de régler ces deux paramètres et ne pas le faire comme la capture d'écran que j'ai faite n'est pas bonne. En fait, en vitesse de transition AF, par défaut, elle est sur 3 en moyenne. Donc, quand on change de sujet, c'est relativement rapide et c'est pour moi un peu trop rapide. Donc, je préfère avoir une vitesse de transition plus lente pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Donc, à régler. Et moi, j'ai mis en raccourci dans le menu FN pouvoir changer ce paramètre rapidement. Et le sens de commutation du sujet AF, là, il faut le mettre non pas sur réactif, mais plutôt sur 1, qui est fixe, c'est-à-dire que s'il a un sujet, il va essayer de garder le plus longtemps ce sujet et pas permuter sur n'importe qui ou n'importe quoi qui viendrait s'interposer dans le champ. Donc, mes réglages personnels sont 1 pour la vitesse de transition et 1 pour la sensibilité de commutation du sujet pour la F. Alors, les picture profiles, le A74 ajoute en nouveauté le fameux S-cinétone, donc qui est un profil vraiment cinéma qui nécessite peu de grading et qui donne de très beaux résultats. Donc quelque chose un peu moins saturé, beaucoup plus naturel, on le voit ici, en standard à gauche et en cinétone à droite. Et puis, on a bien entendu les S-Log2, 3, les formats hybrides log gamma, etc., qui permettent de faire du grading avec une gamme dynamique beaucoup plus étendue, avec des logiciels de color grading. À ce sujet, si vous voulez voir comment faire du color grading, comment faire le post-processing, je vous recommande les webinaires qu'on a enregistrés également avec Bruno Maas, qui est vraiment un spécialiste vidéo, qui a fait toute une série de webinaires que vous pouvez revoir sur, je dirais, le traitement vidéo. Il vous a vous expliquer tout ça, tout ce qui est les picture profiles notamment, en détail. Alors, quelque chose de très utile, c'est d'activer l'option Zoom image claire. Ce n'est pas très parlant comme fonctionnalité, mais le Zoom image claire permet de faire un zoom sur le capteur. Donc, si on est en plein format, en fait, on a 7 millions de pixels, et pour garder de la 4K, il nous en faut que 3840. Donc, finalement, presque faire un zoom x2 juste sur les capteurs, sans perte de qualité, de dégradation optique, puisqu'on ne fait qu'un zoom, je dirais, en utilisant moins de pixels, mais toujours plus que ce qu'il faut pour la 4K. Donc, ce zoom image claire permet, si vous avez un zoom, je ne sais pas, un 24-70, d'aller presque jusqu'à du 140. Et si on est avec des focales fixes très lumineuses, genre le 50 f1.2 GM, eh bien, de zoomer d'avoir un zoom, même si en fait on a une focale fixe. Donc, pour l'utiliser facilement, j'ai réglé personnellement les boutons gauche et droite de la molette, donc le bouton entraînement et le bouton ISO, sur zoom moins ou zoom plus, donc wide ou télé. Et donc, à n'importe quel moment, même si j'ai une focale fixe, et je le fais souvent, je peux zoomer tout doucement jusqu'à un facteur x2 grâce à ces boutons en vidéo. Donc ça, c'est vraiment très bien. Si vous avez un Power Zoom, il n'y en a pas beaucoup chez Sony, mais il y a quand même en APC le 1805, il y a des vrais optiques cinéma comme le 2835, et il y a surtout le nouveau PZ 1635 f4 qui est excellent. Il y a un Power Zoom, c'est-à-dire il y a un bouton sur l'objectif qui permet de zoomer. Donc on zoome via
plus ou moins vite en appuyant sur ce bouton de l'objectif, mais il y a également moyen de le contrôler via des boutons sur votre boîtier, et il y a moyen de régler la vitesse du zoom. Et si vous faites en plus, si vous utilisez la poignée que je vous ai présentée en début de webinaire, il y a moyen de régler également la vitesse du zoom au cas où vous utilisez une télécommande ou cette poignée. Donc vraiment, la vitesse du zoom, on peut la paramétrer comme on veut, via des boutons sur le boîtier, via la télécommande, la poignée, avec des vitesses différentes. Donc, il y a vraiment une flexibilité totale sur la manière dont on veut zoomer quand on a des power zoom pour avoir des mouvements soit rapides, soit plus lents, en fonction de ce qu'on veut faire. Mais le point essentiel, et là qui est valable, quel que soit l'objectif, c'est de mettre ce zoom sur la fonction zoom image claire et d'attribuer 2 boutons pour faire le zoom arrière et le zoom avant pour pouvoir l'utiliser même avec des focales fixes. Voilà, vous voyez, voilà, ici, soit vous utilisez les boutons AEL, iPhone. Moi, je les ai mis dernièrement sur plutôt les deux côté gauche et droit de la molette centrale. C'est ce qu'il y a de plus pratique, je trouve, personnellement. Nouvelle petite fonctionnalité sympathique, affichage évident, évidencé pendant l'enregistrement, qui affiche en fait un cadre rouge dès qu'on filme. C'est un petit plus, ça ne mange pas de pain de l'activer et c'est sympathique, c'est beaucoup plus clair qu'on est en train d'enregistrer. Fonctionnalité pour les zébras. Donc, les zébras avaient certaines limitations sur la C3. Ici, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec des limites plus basses, avec des plages. Donc, on a une flexibilité totale sur le réglage des zébras. Autre petite fonctionnalité méconnue, c'est la balance des blancs sans à-coup. Donc, quand on passe de l'extérieur à l'intérieur avec différentes sources lumineuses, si on est en balance des blancs automatique, la balance des blancs parfois changeait très rapidement et on avait une certaine dérive colorimétrique. Ici, on peut régler la vitesse à laquelle il va changer la balance des blancs pour ne pas avoir trop de sautes rapides dans votre prise de vue. Donc, c'est une petite option qui peut être sympathique si on change régulièrement de balance des blancs. Alors, quelque chose d'assez méconnu, mais qui peut être utile si vous êtes un utilisateur avancé. Donc, plutôt que les modes PASM, donc si on se met par exemple en mode manuel, on a les classiques 3 réglages, donc molette avant, molette arrière et la roue, par exemple pour régler les ISO, et on règle tout ce qu'on veut. Mais si par contre on veut passer aux ISO automatiques ou juste avoir l'ouverture automatique et la vitesse fixe, on devrait rechanger, je dirais, sur la molette supérieure pour passer dans un autre mode. Il existe un mode avancé qu'on retrouve sur les FX6, etc., qui s'appelle mode d'exposition flexible. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer peut-être en direct, ce sera plus parlant. Donc, on voit le boîtier ici. Donc, dans ce mode-là, c'est l'équivalent d'avoir le mode M, donc les boutons ouverture, vitesse et ici les ISO, mais on affecte un bouton proche, par exemple le bouton C2 pour l'ouverture, et en appuyant sur ce bouton, on passe en mode automatique. Donc, je suis en manuel sur l'ouverture, et puis finalement, je dis non, finalement, je veux que ce soit le boîtier qui me gère l'ouverture. On appuie dessus, il passe en mode auto pour l'ouverture. Même chose pour la molette arrière de vitesse. On la règle manuellement, mais si finalement on veut, non, règle-moi tout seul la vitesse, on appuie sur C1, il passe alors en mode auto pour gérer la vitesse.
Même chose pour la molette des ISO, c'est manuel, mais si on appuie sur C4, alors les ISO seront automatiques. Et si on réappuie, on repasse en mode manuel. Donc, ça permet, pour les 3 paramètres principaux, de vraiment d'avoir un contrôle total. Soit on est en manuel, ou soit pour n'importe lequel de ces paramètres, on rebascule en auto avec un simple clic de bouton. Donc, si vous devez régulièrement changer entre le mode manuel, automatique pour un paramètre ou l'autre, c'est quelque chose qui peut être assez utile. Par contre, l'explication dans le mode d'emploi est assez imbuvable et assez incompréhensible. Donc, il faut l'essayer. Mais une fois qu'on a compris, c'est assez simple finalement à utiliser. Et il faut juste comprendre qu'en plus des 3 molettes, il faut pour chaque molette affecter un bouton proche de la molette qui permet de faire la bascule automatique ou manuelle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Parce que ça, c'était un peu plus compliqué que le reste. Oui, ce n'est pas quelque chose que beaucoup de gens vont utiliser, mais il n'y a pas Voilà. encore de questions dessus. Ça a le mérite d'exister et c'est une fonctionnalité qu'on trouvait dans les caméras FX. Donc, si vous avez une utilisation avancée, c'est quelque chose à essayer. Mhm. Donc, on revient. La stabilisation active. Donc, il y a 3 modes possibles. Donc, en fait, il y a un gyroscope intégré comme sur la CTS3, comme sur le A1, qui enregistre en temps réel quelle est la position de l'appareil dans toutes les dimensions et si vous tremblez, si ça secoue, etc. Donc, le steady shot normal standard ne fait que compenser, je dirais, le capteur suivant les 5 axes. Mais en stabilisation active, il utilise les données du gyroscope pour vraiment avoir quelque chose qui est vraiment lissé, qui est proche de l'utilisation d'une gimbal. Donc, soit on peut le faire directement, et donc dans les options Steady Shot, il faut prendre Act pour Active, et on aura cet effet de stabilisation vraiment très important, mais on aura un crop alors dans l'image. Soit on peut décider de ne le faire qu'en post-processing, et donc là, il faut utiliser le logiciel Sony Catalyst Browse gratuit qui permet d'utiliser ces données du gyroscope pour refaire la stabilisation avec gyroscope en post-production. Donc, à vous de voir ce qui vous convient le mieux là-dessus. Et on va le remontrer. Je crois que c'était... Attendez, on va le mettre ici. Excusez-moi. Là, on va voir les 3 modes. Off. Et puis, on voit avec la stabilisation, on utilise les données du gyroscope. Vous voyez, c'est comme si on avait une gimbal. Voilà, je crois que c'est assez parlant. C'est quelque chose, si vous devez filmer, marcher et filmer, vous n'avez pas de gimbal avec vous, qui apporte un vrai plus. OK. Ici. Voilà, et ça, c'est le logiciel Catalyst Browse. Vous voyez qu'on voit sur les fichiers cette petite icône qui indique la présence de données du gyroscope et qui permet alors je dirais, d'utiliser ces données pour stabiliser la vidéo. La compensation du focus breathing, je vous en ai parlé. Déjà, on avait fait une petite démonstration dessus. Et donc, vous avez la liste des optiques supportées. Vous voyez, tous les GM sont là, que ce soit en focale fixe ou en zoom, plus quelques optiques G, dont le fameux 24-105 ou l'optique cinéma 28-135. Voilà, ça c'est pour ça. Le focus map.
Ça permet en fait d'avoir la carte des zones de mise au point. En orange, rouge va être indiqué tout ce qui est en avant de la zone de mise au point. Ce qui n'est pas coloré va être clair et ce qui est derrière la zone de mise au point sera en bleu. Donc, je crois qu'on a... attendez, est-ce que j'avais fait ici? Non, je n'ai pas. J'ai une petite vidéo là-dessus, mais je n'ai pas avec moi. Donc, c'est une alternative au focus picking. Le focus picking, lui, mettait les zones de netteté en surbrillance. Ici, c'est le contraire. La zone de netteté ne sera pas colorée. Et ça permet de voir aussi, quand on modifie la profondeur de champ, qu'on passe de F1.2 à F4, est-ce qu'il y a suffisamment de zones de netteté? Voilà. Certains aiment, d'autres détestent. Il faut essayer. Certains préfèrent le focus picking, donc à vous de voir si c'est une fonctionnalité qui peut vous apporter quelque chose dans votre pratique, mais en tout cas, voilà comment ça marche. C'est une alternative du focus picking, avec en bleu ce qui est derrière, en clair, sans couleur, ce qui est net, et en rouge, ce qui est à l'avant. Voilà. Donc ça, c'est cette fonctionnalité. Le AF Assist, c'est une autre fonctionnalité vidéo avancée. On va se remettre ici, qui permet d'utiliser donc l'AF normalement, mais de retoucher le point ou de repasser en MF de manière complètement transparente. Donc, ce n'est pas le DMF où il fait la mise au point, puis il s'arrête et on est tout en manuel. Là, l'AF est permanent, mais si à un moment donné, on veut garder le point sur un sujet ou changer, il y a moyen de repasser en manuel de manière instantanée et quand on relâche, il repasse en, je dirais, en AF automatique. Donc, je vais me mettre ici. Là, il y avait une petite... voilà, c'est le MF durant l'autofocus. C'est une fonctionnalité qu'on a aussi sur les caméras FX qui est maintenant donc disponible sur le A7 IV. Donc voilà, on est en AF. Là, on bouge légèrement la bague de mise au point. Et on peut choisir, en fait, quand est-ce qu'on fait vraiment la transition. Même si le sujet est proche, normalement, le boîtier va automatiquement permuter sur le sujet le plus proche, puisqu'il est là. Là, ça permet de garder le point sur le sujet qui est loin, par exemple. Donc, c'est pour ce genre de scénario que cette fonctionnalité existe. Pour ceux qui font des longues vidéos, on peut insérer également ce qu'on appelle des shoot marks, c'est-à-dire insérer des points de repère qui seront disponibles en Catalyst si après on veut recouper ou retrouver rapidement, je dirais, un endroit dans la vidéo pour faciliter le montage. Si on filme pendant plus d'une heure un événement, ça permet d'insérer des points de repère qu'on pourra retrouver dans le logiciel Catalyst pour faire des redécoupes éventuellement, mais pour déjà avoir les marques en cours de route, quoi. Donc ça, c'est encore une petite nouveauté. Autre nouveauté vidéo, c'est la fonctionnalité webcam. Donc, comme sur l'A7C, le boîtier peut servir de webcam en direct en USB et on va dire principalement jusqu'en HD, où on peut avoir même du 50p, donc une excellente webcam. La 4K, par contre, c'est du 12p, donc ce sera un peu saccadé, donc ce n'est pas très recommandé, sauf si c'est uniquement pour des sujets statiques de démonstration de produits. Donc voilà, quand on connecte
Par contre, Marc, une petite remarque. Oui, Pour l'utiliser en tant que webcam en 4K ou en Full HD, il faut quand même un câble USB 5 mégabits. Donc, c'est des câbles USB assez spécifiques qu'il faut utiliser. ok. Sinon, ça retombe à 720, comme la plupart des caméras. Ok, d'accord. Donc, un câble de haute qualité pour ça, quoi. Ok. Alors, donc ça, c'est l'aspect webcam. Donc, pour finir, tout ce qui est personnalisation. Donc, je vous rappelle que pour personnaliser, on a les boutons perso, donc tous les boutons qui sont personnalisables, le menu FN, le niveau My Menu, mon menu, qui permet d'avoir encore une série d'options, et le fait qu'on a toute la molette supérieure avec maintenant les mémoires 1, 2, 3, plus, ça c'est moins important pour vidéo, des réglages différents en photo-vidéo quand on bascule, et des touches rappel personnel maintien, qui est Recall Custom Hold en anglais, qui permet sur un simple API de passer à un autre set de paramètres. Mais ça, c'est plus pour de la photo. Donc, pour la vidéo, il y a moyen de... Vous voyez comment j'ai personnalisé. Grosso modo, en général, je mets le bouton C3 en haut, ici à gauche, sur des parties audio, donc sur le niveau d'enregistrement audio. Je mets les boutons gauche et droite sous la fonctionnalité Zoom. Et puis, soit, si je suis en mode exposition flexible, j'ai cette fonctionnalité dont je vous parlais, ou alors je mets des fonctionnalités comme activer, désactiver la détection des visages, les réglages du niveau des profils vidéo ou encore les picture profiles si j'ai besoin. D'un point de vue menu FN, je retrouve ici la vitesse de transition. Donc, en haut, c'est en photo, en bas, c'est en vidéo. Et donc, j'ai remis certains réglages niveau son, le focus map, le picking, la balance des blancs, les réglages pour le steady shot, puisque je shoote parfois avec des optiques manuelles. Donc là, il faut régler quelle est la longueur focale, les réglages du zebra, des picture profiles, vitesse de transition AF et la sensibilité AF. Donc ça, c'est un peu les réglages que j'ai mis au niveau FN. Voilà, plus dans les mon menus, j'ai rajouté encore toute une série de... J'ai fait un menu spécifique avec les réglages vidéo que je voulais, avec par exemple réduction du bruit de vent, balance des blancs sans à-coup, les réglages de la sortie HDMI, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment personnalisé selon votre usage et ce qui vous tombe le plus sous la main. Maintenant, Marc, qu'on est quand même au réglage HDMI, Oui. il y a Ben qui aimerait bien voir ou savoir comment activer l'enregistrement simultané entre le boîtier et un Atomos Ninja. Tu as les deux en main, sous la main. Est-ce qu'il y a moyen de lui montrer? Ça va être un peu long parce que je n'ai pas le câble avec moi. Donc, Ah, ça va me prendre 10 minutes, mais je peux proposer, s'il veut, qu'il me recontacte par après. Mais là, ça va être un peu chaud de le faire en live puisque je n'ai pas les câbles sous la main. Je n'avais pas prévu ce truc-là. Donc, ça va nous prendre 5 à 10 minutes, rien que ça, quoi. ok, peut-être qu'on sait le faire à la fin. Ouais, Ok. voilà. Mais on est arrivé à la fin parce qu'il est déjà 20h55. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions que celle-là. Il y avait une autre qui avait déjà été répondue sur l'utilisation des cartes V60 et V90. Donc, Mhm. mais là, c'était déjà répondu. Donc, la plus importante qui reste ouverte, c'est maintenant celle de l'Atomos Ninja. Peut-être que tu sais simplement montrer dans le menu les settings que tu utilises pour brancher l'Atomos et enregistrer en même temps, donc simultanément. Il faut que je regarde, parce que ce n'est pas quelque chose que je fais tous les jours.
Donc, je propose peut-être de clôturer ici et que la personne me contacte vraiment par email. Et là, je pourrais lui remontrer éventuellement ou lui expliquer, lui faire un petit email qui lui explique dans quel menu exact et quels sont les réglages, quoi. Ok, j'ai encore une question de Marc qui se demande si un gimbal est utile. Oui, un gimbal est toujours utile, mais c'est quelque chose que je voulais encore ajouter au focus mapping. Ben, si on met la caméra en autofocus avec le focus mapping, c'est très facile et très utile pour utiliser comme ça sur un gimbal parce qu'on voit immédiatement ce qui est en focus et ce qui n'est pas en focus. Mhm. Puis encore des questions de Maxime. Peut-on synchroniser un zoom motorisé et le contrôler à partir d'un gimbal? Du coup, on parle de Zion Crane 2 combiné avec le Power Zoom 28-135. Avec Ça, les... il faut voir. Euh, je sais que certaines, s'il y a un câble, on peut le faire, mais je ne connais pas ce modèle-là exactement. Moi, j'avais fait ça sur j'ai une Crane avec le 18 105 Power Zoom. Et là, j'étais arrivé à le faire. Mais sur cette combinaison-là en particulier, je sais pas. Je sais que c'est assez capricieux parfois, euh, à voir. Il faut Ok, vraiment avoir tout en main pour essayer. Et parfois, je sais que j'avais des problèmes de câbles, en tout cas là-dessus, et ça ne fonctionnait pas avec tous les câbles. Donc, il y avait aussi une histoire de câbles dédiés. Ça avait l'air d'être du USB normal, mais il fallait utiliser le câble spécifique pour que ça fonctionne, quoi. ouais, ça d'office. Euh, voilà, il y a Benjamin donc qui va te recontacter concernant la connexion entre l'Atomos et la caméra. Pas de souci, il peut me contacter sur Facebook en Messenger, ce sera le plus facile, quoi. Voilà, ça c'était les questions. Voilà, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans le chat que je vérifie en vitesse? Il n'y a qu'un grand merci de Gilles. Donc voilà, un grand merci à toi Marc. Je pense que tu as Merci. montré la plupart des choses. Merci à vous tous d'être venus, d'être passés ici. Marc vous a montré au début où révisionner les vidéos. Normalement, demain, vous recevez d'office un petit mail de la part de Zoom qui vous indiquera où trouver l'enregistrement de ce webinaire. Voilà. Un grand merci à tout le monde. Et comme Marc m'a dit, encore une bonne soirée. Au Oui. revoir. Merci beaucoup, au revoir.